a été un héros pendant si longtemps, c'est justement parce qu'on a eu des idéologues qui se sont moqués du réel et qui ont rendu possible le réel qu'on a bien vu au XXe siècle. Et si Sancho Panza avait eu l'occasion d'être plus illustré ou mieux illustré, et en matière de politique, eh bien on aurait eu des anti-Machiavel, des épicuriens, avec un projet communautaire et contractuel dans lequel on aurait eu le souci du juste, du vrai, du bien, et non pas de l'idée de justice, de l'idée de justesse ou de l'idée de bien, mais des vérités incarnées, qui supposent que si cette femme s'est faite violer par le marchand de porc, eh bien qu'on lui rende vraiment justice. Mais si c'est un mensonge, eh bien qu'on rende justice au marchand de porc qui lui aura été abusé. Et je vous renvoie au roman où vous verrez une multitude d'histoires assez drôles où Sancho Panza me paraît être un héros nettement plus intéressant que Don Quichotte. Ils sont d'ailleurs extrêmement savoureux, ces épisodes. Juste, alors, on va parler de Robert Combas, mais juste quand même une dernière question sur Cervantes. Bon, je ne crois pas quand même que quand vous dites que Don Quichotte est un héros positif aujourd'hui, hein, dans l'opinion. Je ne sais pas si c'est tout à fait vrai. Il est aussi un héros parfaitement ridicule. Il est quelqu'un dont on sourit. Je crois qu'il est quelqu'un pour lequel on a une sympathie compassionnelle. Tout le monde sait que, en effet, son histoire avec les moulins à vent, et là, c'est désolant. C'est désolant de prendre des moulins pour des chevaliers. Il est assez ridicule, mais il a dans l'image qu'on se fait de lui quelque chose, vous l'avez dit tout à fait au début, quelque chose d'assez noble dans son comportement. Et j'étais en train de penser en vous écoutant qu'il y a une parenté entre Cyrano de Bergerac et Don Quichotte, c'est-à-dire qu'on leur prête à tous les deux le panache. Bon, alors vous n'allez pas jusque-là. Le panache, vous le donnez plutôt à Sancho. Je voudrais, Michel, qu'on revienne sur quelque chose que vous avez juste évoqué en passant, qui concerne le roman lui-même. Après tout, c'est une contre-histoire de la littérature. C'est quand même donc une histoire aussi de la littérature. Il s'agit de littérature. Don Quichotte passe pour, partout vous lisez ça, le premier roman moderne. Pourquoi le premier roman moderne ? Et qu'est-ce qu'il y a dans ce roman qui, justement par rapport au roman de chevalerie par exemple, qu'est-ce qui tout d'un coup est complètement nouveau ? Et qu'est-ce qui fait que, peut-être, je ne sais pas si c'est votre point de vue, on peut considérer que l'histoire du roman en Europe s'enracine dans Don Quichotte ? Alors, juste une remarque sur Cyrano de Bergerac. J'ai fait un éloge de Cyrano que j'adore. C'est vraiment mon héros. Là, pour le coup, plus même que Sancho Panza s'il le fallait. Parce qu'il y a une vraie lucidité chez Cyrano, parce qu'il ne se fait pas abuser, parce qu'il y a même une espèce de... Il n'est pas dans la dénégation. Ah, pas du tout. Au contraire. Quand il écrit des textes... non, c'est une grande figure pour moi. Enfin bon, sur la question la deuxième, dont j'ai oublié qu'il est... Pourquoi le premier roman moderne ? Voilà. Oui. Alors, moi, je ne souscris pas à ça. D'abord, je ne souscris pas souvent aux thèses qui sont présentées, par exemple, par Philippe le Jeune, en nous disant que c'est Rousseau qui invente l'écriture autobiographique. Je dis, mais on fait quoi de Saint-Augustin qui a écrit les Confessions, par exemple ? Et on fait quoi avant Saint-Augustin, de Marc Aurèle qui a écrit les Pensées pour moi-même ? Donc c'est toujours dangereux de chercher une date de naissance quand on sait que 3 ou 4 ou 5 livres ou œuvres en amont font la démonstration qu'on a tort de prendre cette date-là. Quand on dit premier roman moderne, je dis, mais alors qu'est-ce qu'on fait du Satyricon de Pétrone ? Qu'est-ce qu'on fait de l'Andor d'Apulée ? Et moi, quand j'étais adolescent, enfin que je rentrais à l'université, pas adolescent, mais 17 ans, et que j'ai eu un coup de foudre pour la philosophie antique, je me suis mis à lire beaucoup de choses concernant l'Antiquité, de l'histoire, de l'architecture, de l'archéologie. Je fais des valeurs d'histoire antique, des valeurs d'archéologie antique à l'université. Et j'avais acheté le gros volume en Pléiade de Pierre Grimal qui s'appelait Roman grec et latin. Et il y a effectivement là-dedans Philostrate, par exemple, Apollonius de Tyane, qui est un grand roman. Bien avant, évidemment, le roman de Cervantes. Et puis, il y a des romans médiévaux bien avant Don Quichotte. Donc, l'idée que Don Quichotte que Cervantes ouvrirait l'ère du roman moderne, je ne vois pas trop ce que ça veut dire. Enfin, il y a des romans dans l'histoire de l'Occident, et on peut remonter à l'Antiquité, qui a tout inventé, et qui a aussi inventé le roman. Il y a une grande parenthèse du roman entre l'avènement du christianisme et puis, d'une certaine manière, la disparition du christianisme, c'est-à-dire
dire, entre l'arrivée de Constantin au pouvoir, le IVe siècle de notre ère, avec toute la patristique, et puis toute la scolastique qui a suivi, et puis à un moment donné où ça commence à s'effacer avec la Renaissance, mais avec l'humanisme de la Renaissance, mais un peu avant, on a le roman de la Rose, par exemple, qui est très en amont, donc le roman de la Rose, si c'est pas un roman, alors je veux bien qu'on me pende. Donc effectivement, ce sont des affaires là pour le coup, d'universitaires qui veulent absolument trouver un roman moderne en nous expliquant c'est lui l'inventeur, après on nous dit non, c'est Sterne, après on nous dit non, c'est Diderot, après on nous dit non, il n'y a pas de roman moderne avant Joyce, enfin bon, ça ce sont des affaires d'intellectuels auxquelles je ne souscris pas, de savoir si c'est le premier, le dernier, l'avant-dernier, l'avant-premier, c'est un très grand roman, comme il y a eu des très grands romans, je parlais tout à l'heure, d'Apulée, de Pétrone, de Philostrate, dans l'Antiquité, qui montrent que, bien sûr, il y avait des romans à l'époque grecque et romaine. C'est un grand roman baroque. Ah oui, voilà. Absolument. Et Robert Combas. Baroque aussi. Baroque aussi. Mais alors, le sous-titre, ici, il y en a deux. Non, le sous-titre, c'est, je ne sais pas. Dites-moi un chaman nommé Combas. Ça, c'est le sous-titre. Et Trans et connaissances. Alors, je voudrais que vous évoquiez le rapport entre ce peintre, qui est votre ami, que vous connaissez bien, et les chamans, la transe, la danse aussi. Qu'est-ce qui les lie? Qu'est-ce qu'il lit, vous voulez dire la transe et la connaissance? Qu'est-ce qu'il lit? Non. Alors, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qu'il lit, ce peintre, à la tradition des chamans, oui, à cette pratique singulière qu'est la transe? Après, la parenté entre la transe, la danse et la connaissance, c'est autre chose. Alors donc, moi, j'ai pendant 12 ans créé des expositions à Argentan que j'habitais, avec des artistes que j'ai connus grâce à mon éditeur, à l'un de mes éditeurs, Galilée. Donc j'ai exposé Ernest Pignon-Ernest, Vladimir Velikovic, Adami, qui étaient les artistes maison, et puis de Galilée, qui m'a présenté. Et puis un jour, j'ai un peu épuisé le stock des artistes Galilée, y compris avec des gens qui... Alors il y avait des gens que j'aimais moins bien et que je n'ai pas sollicité, et puis des gens qui m'aiment bien, que j'aime bien, et le rendez-vous ne s'est pas fait, avec Alechinsky par exemple. Et puis un jour, je me suis dit... j'aime bien Combas, je ne le connais pas personnellement, je vais le contacter. Voilà, je regarde sur Internet, je trouve une adresse, je lui dis voilà, je suis philosophe, j'habite une ville de sous-préfecture, j'organise des expositions depuis plus d'une dizaine d'années, je n'ai pas d'argent à vous proposer, j'en ai pas, j'en gagne pas, j'en ai pas moi-même, je fais ça bénévolement, gratuitement, donc j'ai vraiment rien à vous proposer, si ce n'est le fait que je peux écrire un texte sur votre travail, et puis etc. Et il a été immédiatement enthousiaste. Enfin, Geneviève, sa compagne, a été immédiatement enthousiaste parce que Robert a un rapport médiatisé au monde, parce que c'est vraiment un chaman au quotidien, lui. Et je veux dire pourquoi et comment. Et Geneviève, c'est celle qui le raccroche à la terre, parce que sinon il s'envolerait, Robert, et il planerait partout en permanence. Donc, c'est Geneviève qui s'occupe du téléphone, du site, du mail, des courriers, des rencontres, des visites, des blocages de rendez-vous, des dates, de toute l'intendance, et c'est ce qui rend possible Robert comme artiste. Et Robert m'a répondu tout de suite, immédiatement, oui, je viens. Il me dit, vous êtes communiste? Alors je dis, non, je suis pas communiste. Ah bon, parce que les communistes, puis hop, il m'a fait un grand discours, je l'ai laissé parler, et puis il m'a dit, bon, je viens, etc. Et il est venu, et on est devenus amis, parce que c'est quelqu'un que j'adore. Alors, comment est-il chaman? D'abord parce que j'ai eu la chance de le voir peindre. Et ça, c'est assez magique, quoi. On voit un artiste, on le voit dans des vernissages, on voit ses œuvres, et puis bon, bonjour madame, bonjour monsieur, une coupe de champagne, etc. Bon, oui, mais là, on voit rien. Quand on est dans l'atelier, on voit un peu plus. Et quand dans l'atelier, on voit l'artiste travailler, alors là, effectivement, on voit qu'il entre en transe. Alors le chamanisme, au sens réel du terme, et pas New Age, le chaman, c'est souvent quelqu'un qui a déjà un corps particulier. Un nain, un géant, un personnage qui est bossu, ou ce genre de choses. Là, je songe à la Sibérie, je songe au pôle Nord, ou à des endroits où le chamanisme est toujours actif. Pas seulement là, ailleurs, mais enfin, là aussi. Et les textes que j'ai lus renvoient plutôt, soit Mircea Eliade, ou soit d'autres textes, renvoient plutôt à ce chamanisme-là, même si Mircea Eliade parle des chamanismes d'Amérique latine, d'Amérique centrale, etc. Donc il faut d'abord un corps particulier, comme si les dieux avaient désigné ce corps-là. Et le corps de Robert
D'Alembert est déjà un corps particulier, une espèce de façon de se recroqueviller sur lui-même et d'être tout entier fermé sur une espèce de boule d'incandescence, une espèce de feu créateur. L'impression que son corps garde ça, et il avance toujours comme ça, comme un personnage qui porterait une espèce de boule de feu qui serait son génie.